Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous sommes ensemble pour réfléchir à la promotion de la souveraineté en santé. Et promouvoir la santé, eh bien, c'est notamment comprendre et encourager les achats innovants. Alors, qu'est-ce que sont les achats innovants en santé? On va en discuter avec nos invités. Angélique Dizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge de la coordination des achats, des activités d'achat centralisées du RESA. Vous nous direz ce que c'est que le RESA. Charles-Édouard Escurat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général par intérim de l'Agence d'innovation en santé, l'AIS. Oui. Et Dorothée Moisy-Guarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice innovation d'Elsan. Alors, peut-être un mot sur vos différentes structures pour qu'on sache qui est qui. Peut-être Angélique? Merci. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, je fais partie du RESA, qui est un groupement d'intérêt public qui a pour objet de mutualiser et de professionnaliser les achats publics dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et on a une centrale d'achat. Donc, c'est plutôt ça dont on va parler aujourd'hui, et aussi un centre de ressources et d'expertise, donc qui apporte de la formation et de l'appui aux différents acteurs des établissements de santé pour mieux acheter, et notamment de l'innovation. Merci beaucoup Charles-Édouard pour l'AIS. Bien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, l'Agence de l'innovation en santé, c'est un organisme qui a été créé à la suite du Covid en 2022 et qui vise à faciliter, fluidifier et coordonner l'innovation dans le domaine de la santé, depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'arrivée de l'innovation auprès du patient ou du professionnel de santé. Et donc en passant par les achats. En passant par les achats, évidemment. Dorothée pour Elsan. Alors Elsan, nous sommes un des leaders de l'hospitalisation privée, présent sur tous les territoires français, sur tous les métiers de l'hospitalisation, médecine, chirurgie, obstétrique, dialyse, imagerie, etc. Et on prend en charge chaque année 4 millions de patients. Donc moi, je représente la direction de l'innovation. On va en parler. La direction de l'innovation a pour rôle d'identifier les innovations pertinentes pour nos métiers et de les accompagner pour accélérer la diffusion de ces innovations et leurs usages au sein des établissements de santé. Repérer et diffuser les innovations en santé, c'est exactement le cœur de notre sujet. Ces innovations en santé, on parle de quoi exactement en fait quand on parle d'innovation en santé et de l'importance de pouvoir ensuite les diffuser jusqu'aux patients? C'est quoi ces innovations? C'est un spectre extrêmement large en fait. Les innovations, c'est finalement une idée qui a trouvé un marché et qui ne demande qu'à s'implémenter dans des organisations qui sont parfois d'ailleurs un petit peu complexes dans le secteur de la santé. Donc on va pouvoir parler de médicaments, de dispositifs médicaux, on va parler aussi d'innovation organisationnelle, on va parler énormément aussi de logistique dans la matière. Donc c'est tout ce qui a apporté un gain pour les personnels, pour les patients évidemment, et puis pour les organisations de manière générale. Je vous ai posé la question parce qu'effectivement, c'est important de comprendre que ce ne sont pas que des médicaments ou des dispositifs médicaux, ça va aussi impacter l'organisation des hôpitaux. Et c'est important parce qu'effectivement, on pense souvent à innovation comme une technologie et c'est pas à négliger dans cette notion de fonction d'achat ensuite. Comment est-ce qu'en fait, on va aller penser cette fonction d'achat, cette dynamique de la fonction d'achat dans le privé et dans le public, l'inverse, dans le public et dans le privé. On va faire la distinguo. Peut-être pour commencer avec vous, Angélique, comment est-ce que penser cette notion de fonction d'achat et pas simplement la penser comme une technologie? Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez répandu de penser l'innovation comme quelqu'un qui est dans son labo à faire de la recherche et développement. Mais l'innovation, elle doit sortir à un moment de ça pour vraiment se déployer. Et c'est à ce moment-là que la fonction achat devient vraiment importante, puisque c'est par l'achat que l'innovation va vraiment être appropriée par les établissements, être utilisée et être aussi mesurée, parce que l'innovation, elle a besoin d'être testée et de vivre en situation réelle. Sinon, elle reste effectivement dans son conco et on ne peut pas en profiter. Donc c'est important de comprendre aussi l'innovation comme quelque chose qui s'achète et pas seulement comme quelque chose qui s'invente ou qui se découvre. C'est un objet d'achat finalement presque comme un autre. Oui, moi j'aime bien cette définition de l'innovation qui dit que c'est qu'une invention, donc quelque chose qui est issu d'un jus de cerveau, on va dire, mais qui rencontre ses usages. Et donc ce qu'Angélique dit est très vrai. C'est pas que faire de la R&D, c'est aussi derrière un produit qui répond à un besoin. Charles-Édouard l'a bien expliqué. Et derrière, après l'acte d'achat, c'est aussi comment est-ce qu'on crée des usages récurrents sur cette innovation. Donc on voit bien
que derrière, il y a toute une mécanique aussi organisationnelle pour faire en sorte que ça diffuse partout et pour tout le monde, et notamment pour tous les patients. Alors cette fonction achat, on comprend tout son enjeu, elle a longtemps été perçue finalement comme purement administrative, on comprend aujourd'hui qu'elle est stratégique. Il y a 2 leviers, il y a l'achat privé qui va, on va dire, être peut-être plus souple mais soumis à ses propres contraintes, l'achat public qui est encadré par le code de la commande publique et notamment qui est appuyé avec des structures comme le RESA ou l'AIS. Comment est-ce que ces 2 leviers, public-privé, sont complémentaires? Quel rôle ils jouent pour promouvoir l'innovation en santé? Pour ce qui concerne l'achat public, oui, il a des contraintes. Alors peut-être que Dorothée nous parlera aussi de l'achat privé pour voir quelles sont les différences. Peut-être pour le positiver, moi je pense que l'achat public a quelque chose d'assez important pour l'innovation, c'est qu'il est souvent, c'est un objet de politique publique, la commande publique. Et dans ce cadre-là, ça permet d'inciter quand même assez fortement les acheteurs publics à aller vers de l'innovation. On a quand même dans nos textes, qui sont des contraintes, mais aussi des leviers de performance, plein de fois le terme innovation ou achat innovant qui vient, soit parce qu'il y a des procédures spécifiques qui vont permettre d'aller plus vite et d'être plus souple pour acheter de l'innovation, notamment en termes de seuil financier, mais on a aussi la possibilité, et c'est écrit noir sur blanc dans le code, d'utiliser des critères qui permettent de valoriser le caractère innovant d'une solution quand on l'achète. On peut aussi recourir à des variantes, il y a tout un tas d'outils qui sont quand même existants et qui sont assez incitatifs, et je pense que ça c'est un atout de la commande publique, malgré la mauvaise image qu'elle peut avoir. Et pour ce qui est des correspondances avec l'achat privé, c'est vrai que là, je pense que c'est plutôt un champ qui reste à découvrir, et donc c'est très intéressant de pouvoir discuter avec Dorothée ce matin. Bien sûr, et achat public, achat privé, ce sont 2 voies très distinctes ou elles ont des connexions finalement? Alors, je dirais que dans le privé également, on est organisé sur les achats. Si je dois donner des ordres de grandeur, les achats sur les établissements privés, ça représente 6,3 milliards selon une étude Roland Berger qui a été commandée par la FHP. Donc on voit bien cette volumétrie. Et cette volumétrie, elle a besoin d'être organisée également. Donc chez Elsan, on a un département des achats qui travaille au référencement des solutions. Effectivement, ça peut parfois être aussi perçu d'un point de vue négatif parce que c'est une barrière d'entrée. Mais ce qu'il faut voir derrière cela, c'est que c'est un accès au marché. Donc c'est accès à tout à l'ensemble des clients établissements Elsan derrière. Et donc, quelque part, ça crée un interlocuteur unique pour ce marché et un dialogue facilité avec, pour nous, c'est 200 structures, un interlocuteur unique. Donc ça, c'est le premier point, je pense, et c'est un point partagé avec les achats publics aussi. Évidemment, quand on voit un référencement RESA, l'hôpital en face, il se dit, voilà, je peux avoir accès à cette solution. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point que je trouve important aussi, c'est que c'est une forme de sécurisation pour les utilisateurs et pour les clients, donc les hôpitaux in fine. Parce que derrière, ce qu'il faut que nos partenaires innovants comprennent, c'est qu'on peut être parfois inondé d'un nombre de solutions et derrière s'y retrouver, ça peut être très chronophage ou nécessiter des compétences parfois qui n'ont pas la capacité de mobiliser. On parle de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est aussi négociation financière. Et donc, avoir ces structures mutualisées aussi, c'est garantir à nos clients finaux, à nos établissements, que du coup, ils vont avoir le choix des bonnes solutions. Et donc, ça, c'est hyper important parce que derrière, c'est aussi des vecteurs d'accélération derrière. L'établissement, il ne se pose pas la question, il est référencé. Cette solution, et donc c'est un pacte de confiance aussi derrière. Dans le choix de cette innovation, vous le dites très bien, c'est tout l'enjeu. Comment est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous soutenez ces achats en commun entre le RESA et l'AIS, puisque vous travaillez ensemble sur ces achats publics? Peut-être juste quelques points, parce que sur la question au niveau de l'achat et pourquoi on est aussi aujourd'hui ici ensemble, je pense qu'il faut déjà dire qu'il y a une énorme montée en charge des achats dans le domaine hospitalier depuis une quinzaine d'années, assez forte. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme dans la vision qu'on peut avoir de la fonction achat en tant que telle, qui quand même à la base est une interface entre un besoin qui est exprimé en interne et une interface avec l'offre qu'elle soit industrielle, qu'elle soit des PME, des startups, des grands groupes. Et donc il y a eu quand même cette
montée en charge, montée en compétence de cette fonction achat qui fait qu'aujourd'hui, on la considère, mais à l'instar de ce qu'on peut voir dans le privé et pas forcément dans le secteur de la santé, comme véritablement un business partner ou une fonction un peu stratégique. Je pense qu'il faut partir aussi de ce constat-là, c'est qu'il y a eu une montée en expertise, une montée en professionnalisation des acheteurs, des fonctions achats. D'ailleurs, il y a de plus en plus de direction achat, alors qu'avant on parlait plutôt de direction de services économiques ou autre, donc ça montre aussi ce sujet. Il y a eu une montée en charge aussi des organisations. Il faut bien se rendre compte que là, je parle dans le secteur de la santé, il y a eu de la mutualisation, des expertises, des compétences. Il y a des organismes qui ont aujourd'hui nationaux, qui ont une capacité d'intervention et donc qui peuvent aller sur ces champs de l'innovation. Il y a eu aussi des opérateurs comme BPI France qui ont investi sur ce sujet de l'achat, qui encore, me semble-t-il, ont signé des partenariats récents pour promouvoir cette fonction achat. Et l'idée qu'il y a derrière et qui est sous-jacente, c'est finalement de permettre à des innovations qui ont parfois été supportées par l'État, qui ont été subventionnées, de trouver ces accès pour in fine passer peut-être d'une logique un peu de subvention à une logique de chiffre d'affaires. Parce qu'in fine, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où la fonction achat va être intéressante. C'est pour ça qu'il y a un soutien autour de ça. C'est parce que son sujet va être moins procédurale qu'une capacité à gérer le changement et à accompagner la transformation que va occasionner la mise en place des innovations dans les établissements qui sont des organisations qui sont par essence complexes. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de l'Agence d'innovation en santé, on en a fait un axe dans notre feuille de route stratégique 2023-2025. Un des sujets pour nous, c'est justement de mobiliser ce levier de l'achat pour faciliter la diffusion et la dissémination des innovations. Et pour ça, on se rend compte qu'on a des organisations, on a des choses qui existent et qui sont très performantes, je tiens vraiment à le dire, avec des échanges très réguliers. On a des partenariats avec le RESA en matière de sourcing, leur présenter des solutions, qu'eux nous en remontent, expliquer ce qui marche pas, avoir des retours terrain, donc pour avoir capitalisé là-dessus. Mais le point sur lequel nous, on travaille de manière assez forte, ça va plutôt être la capacité à mitiger le risque. Donc il y en a de différentes sortes, des risques, mais il peut y avoir la question du risque financier. Un directeur ou une directrice d'établissement qui va se dire cette innovation a l'air intéressante, ce serait bien que je puisse l'implémenter dans mon établissement, mais j'ai des arbitrages, notamment des arbitrages budgétaires à faire, et peut-être qu'il faut que je regarde ça de plus près, ou peut-être que je vais être un peu freiné. Et c'est là où l'État peut intervenir, et c'est là où l'Agence d'innovation en santé, dans le cadre du plan France 2030, va avoir une initiative dans les prochains mois, à l'automne, en lien avec l'Agence nationale d'appui à la performance, pour justement accompagner cette mitigation du risque et permettre cette dissémination de l'innovation pour, in fine, permettre à ces innovations d'avoir les premiers clients, et ces premiers clients qui sont en fait une capacité derrière, avoir des premiers référencements dans les établissements et pouvoir diffuser. Donc voilà comment nous, on accompagne ça en lien avec l'écosystème. Alors on comprend effectivement que tout le secteur s'est structuré pour accompagner cette promotion des achats innovants. J'aimerais peut-être qu'on décrive les étapes clés finalement. Vous avez parlé de sourcing, ensuite vous avez parlé de mitiger le risque financier. Est-ce qu'on peut reprendre ces étapes une par une pour qu'on vraiment comprenne comment ça se passe ? Peut-être vous, Angélique, et ensuite Dorothée. Oui, juste peut-être pour commencer, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Charles-Édouard et ce qu'a dit Dorothée aussi sur le rôle de centralisateur qui est assez important, et sur la professionnalisation qui en découle, parce qu'on apparaît effectivement comme un tiers de confiance, et on va pouvoir boucler la boucle par rapport au sujet financier aussi. C'est que tout ce qui va pouvoir être mis en place par l'AIS pour soutenir financièrement et pour limiter le risque financier, nous on fait partie aussi de cette chaîne en tant que centrale d'achat, puisque en ayant un référencement REASA et en lançant des appels d'offres qui retiennent des jeunes entreprises innovantes, forcément on les accompagne aussi dans leur limitation de risque, puisque quand on a un contrat RESA, a priori ça veut dire qu'on a des possibilités, des perspectives de chiffre d'affaires. Après, pour répondre à la question sur la chaîne... Oui, parce que finalement, comment est-ce qu'on rentre et comment on arrive à signer ce contrat RESA? Exactement, alors beaucoup avec effectivement l'aide de l'AIS, puisqu'on a un bon dialogue ensemble. On a, nous, au sein de la centrale d'achat, une équipe qui est spécialisée dans l'innovation, le centre de l'innovation par les achats, dont c'est la mission d'être sur le terrain et de détecter de manière assez précoce, mais pas trop quand même, puisqu'il faut que les solutions soient suffisamment quand même robustes pour pouvoir candidater à un de nos contrats. Mais voilà, ce rôle de veille, on discute avec l'AIS et avec d'autres partenaires aussi pour être toujours un petit peu informé de ce qui se passe. Et quand on identifie une solution qu'on estime être à potentiel assez fort pour les établissements, que ce soit pour des enjeux d'attractivité, d'organisation et aussi évidemment médicaux, on va lancer une procédure. Mais j'aimerais insister sur un point important, c'est que
l'enjeu n'est pas tant l'appel d'offres que la manière dont le contrat est conçu pour justement servir à chacune des étapes du déploiement de l'innovation, c'est-à-dire on passe une procédure, un établissement va acheter, mais il a besoin d'avoir dans son contrat toutes les étapes de conduite du changement, de formation, de contrôle et de suivi aussi et de mesure de la solution innovante. Ça va vraiment intéresser les établissements et leur permettre de prendre conscience qu'à travers un acte d'achat qui semble anodin, en réalité derrière il y a toute une mécanique contractuelle qui va permettre de sécuriser de bout en bout le parcours et notamment je pense que ce qui est important, l'évaluation de l'innovation et savoir si en termes notamment médico-économiques il y a un réel intérêt et ce qui va permettre d'embarquer aussi les directeurs des finances et directrices des finances notamment pour poursuivre l'achat et aller au bout de la démarche. Donc moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment un contrat qui ne soit pas juste la commande mais qui encadre tout le parcours que va avoir l'innovation au sein de l'établissement. Et vous avez souligné effectivement cette évaluation des innovations et je pense qu'effectivement c'est un peu il me semble, le cœur de ces choix aussi à faire et à accompagner, comme vous venez de le dire. Oui, ce qu'Angélique dit est très intéressant parce que je pense qu'on touche là aussi à la définition même de ce qu'on appelle un achat innovant. Pour nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'achats pour lesquels, en fait, il y avait ces sujets d'impact organisationnel que tu évoques, des sujets éventuellement de questionnement autour du modèle économique, de la preuve de valeur évidemment. Et donc, depuis quelques années maintenant, Elsan a fait le choix de créer une direction de l'innovation pour travailler ces sujets. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit à peu près 2 à 3 sociétés innovantes par semaine, principalement des startups, mais pas que. Et on va regarder avec les experts métiers. Donc, on a la chance en plus d'avoir, nous, des experts groupes, mais aussi, on va chercher aussi des experts en établissement pour être au plus proche du terrain. Ça, c'est hyper important. Savoir si cette solution, elle répond à un besoin. En fait, c'est quelque part aussi une façon d'identifier les besoins sur le terrain. Donc, on est aussi en contact avec tous nos directeurs qui nous font remonter des besoins. Et à partir du moment où on a identifié ce besoin, on va repartir dans une démarche de benchmark. On va regarder quels sont les autres acteurs sur le sujet et quels sont le ou les acteurs pertinents sur le sujet. Et on va les tester en vie réelle. Donc ça, c'est très important. Notamment, on sait qu'il y a beaucoup d'innovations qui va être créées dans les CHU. Nous, on a besoin de vérifier que la proposition de valeur, elle se vérifie dans nos établissements privés. Nos établissements Elsan, ils sont plutôt de petite et moyenne taille. Ils sont plutôt provinciaux. Donc, on vérifie ça en vie réelle. Et la deuxième chose qu'on fait, pour moi, qui est très importante également, c'est qu'on définit les conditions de passage à l'échelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse en tant que groupe, c'est pas que ça marche dans un établissement, mais que ça marche dans tous les établissements. Et donc, ça passe par, évidemment, la preuve d'impact, mais aussi quelles sont les conditions organisationnelles, quelles sont les conditions de conduite du changement, éventuellement des sujets de prérequis IT, de prérequis maturité organisationnelle. Et évidemment aussi des sujets de modèle économique, sans aller sur des sujets purs de négociation tarifaire, parfois des modèles économiques qui sont plus à l'usage versus plus forfaitaires. Et ben, ça peut être aussi des clés pour ouvrir le marché. Et donc la direction de l'innovation, on a depuis 2019 à peu près fait une 40aine de pilotes. Donc vous voyez qu'on est très sélectif par contre dans les sujets qu'on choisit parce qu'on a besoin, notamment dans le temps actuel, qui est aussi de contraintes économiques mais aussi de contraintes de temps de nos professionnels de santé, de choisir nos sujets. Et derrière, c'est près de la moitié qui se sont transformés en partenariats dont l'objectif c'est de déployer à l'échelle nationale. Alors ça peut être des partenariats qui vont du référencement avec tout ce que ça comporte derrière, ce qu'a évoqué Angélique, c'est-à-dire le référencement, c'est quand même assez fort. Derrière, voilà, c'est une confiance qui est mise, c'est aussi sécuriser les modalités de déploiement dans nos établissements. Et avec Elsan, on peut structurer des partenariats qui sont un peu plus consistants avec carrément des chefs de projet qui vont accélérer le déploiement, donc des chefs de projet Elsan qui vont ouvrir les portes de tous nos établissements. Donc une vingtaine de partenariats depuis 2019. Et donc tout ce travail-là, il se fait évidemment en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Et donc on a évidemment les utilisateurs, on a évidemment la direction des achats et les acheteurs, donc les directions d'hôpitaux. On a évidemment l'IT, on a évidemment, en fonction des sujets, on va aller chercher notre DPO, on va aller chercher la direction de la qualité. Voilà, on crée ce lien entre toutes les directions et toutes les fonctions et toutes les parties prenantes. À vous entendre, finalement, tous autour de cette table, l'achat, la fonction d'achat innovant a l'air d'être finalement très bien pensée, a l'air de très bien fonctionner et vous avez l'air d'être tout à fait efficient pour pousser toutes ces innovations en santé. Quels sont aujourd'hui les freins que vous avez pu identifier qui restent à dépasser parce que j'imagine qu'il faut continuer à les promouvoir. Peut-être Charles-Édouard.
Sur les freins, oui, il y a une structuration, là, on vient de le dire, on en a parlé. En fait, les freins qu'il peut y avoir, ils ne sont pas si insurmontables que ça. Le premier que je vois, c'est assurer vraiment un continuum. Parce que là, on a parlé de la chaîne achat, mais en réalité, ça va remonter encore avant. Donc, simplement, ne serait-ce que de permettre aux futurs acheteurs au sens organisation, de connaître les entreprises qui ont été accompagnées par exemple par BPI dans le cadre du plan France 2030, dans le cadre d'autres. C'est-à-dire réduire aussi le temps de prise en compte pour justement adapter derrière les organisations sur les innovations qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des entreprises, des startups, des PME qui sont financées aujourd'hui, qui n'arriveront sur le marché peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, mais qui vont avoir des impacts peut-être et potentiellement assez forts sur les organisations. Donc d'ores et déjà réduire ce temps de connaissance, le sourcing, pour reprendre ça. Déjà, c'est un premier niveau parce que c'est aux acheteurs de commencer à s'acculturer à ça. Après, les freins, je les évoquais, il y a un frein financier, il faut quand même être clair là-dessus. Donc, il y a une contrainte, ça aura échappé à personne, sur les finances publiques en règle générale. Donc, il faut qu'on soit capable aussi de démontrer que, l'État peut accompagner ça. Donc, c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Et 2, être capable aussi d'avoir les méthodologies qui vont démontrer qu'il y a des gains peut-être d'efficience. Et je pense que ça, c'est un peu le sujet qui va venir, c'est-à-dire la capacité à réellement factualiser dans bien des cas ce que va apporter cette innovation en termes d'efficience dans le bon sens du terme à l'organisation. Et donc de réduction des coûts pour rentabiliser cet investissement quelque part, c'est ça. Il peut y avoir de la réduction des coûts, mais pas au détriment de ce qui est in fine quand même le cœur du réacteur, c'est-à-dire le patient et l'usager. Voilà. Donc je pense que ça, c'est les freins qui seront levés, je pense, dans les années à venir. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste encore à faire pour développer encore plus cette fonction achat ? Comme l'a dit Charles-Édouard, je pense qu'il y a encore des cloisons à faire sauter, notamment dans les fonctions achats, en tout cas pour ce qui concerne les établissements publics, où les fonctions achats sont peut-être encore un peu isolées et ne vont pas avoir forcément cette culture et cette philosophie de veille et d'aller se renseigner sur ce qui se passe, sur les solutions qui sont approuvées, qui se développent, etc. Donc là, il y a un peu, on va dire, de travail d'acculturation à faire. Ça n'est pas encore compris comme étant une fonction stratégique, c'est ça que vous dites ? Les achats sont perçus comme une fonction stratégique, mais plus peut-être encore sur le côté efficient, surtout par les temps qui courent. On a une circulaire là, qui est assez récente et qui rappelle à l'ordre les établissements de santé sur les sujets de performance économique, notamment via l'achat. Donc on risque peut-être de partir dans un paradigme là plutôt axé sur l'économie, et il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment justement de toute cette structuration de l'achat d'innovation qui a bien commencé et qui justement donne ses premiers résultats. Et donc il faudra peut-être le voir, et je pense que Charles-Édouard a tout à fait raison de le souligner, comme une opportunité quelque part, ce besoin d'efficience, une opportunité finalement pour l'achat d'innovation, parce que l'innovation, bien souvent, elle va pouvoir apporter de l'efficience, des gains de productivité, du temps libéré, une meilleure prise en charge des soignants. Enfin, il y a vraiment des enjeux très importants qui se jouent derrière l'innovation, et on peut, je pense, faire des ponts pour aller encore plus loin dans ce qui a été fait. Et pour améliorer ses preuves de concept, en fait, quelque part. Exactement, et même se rendre compte à quel point l'innovation est le levier qui va peut-être permettre de réaliser certains gains, quels qu'ils soient, mais notamment économiques, et pas forcément comme quelque chose, comme un investissement qui va venir peser peut-être encore plus sur une situation financière qui est compliquée, mais bien au contraire, le moyen, c'est peut-être une des solutions en réalité à certaines problématiques qu'on rencontre dans les établissements. Non, effectivement, c'est tout le paradoxe de l'innovation. Il y en a certains qui le voient comme un poste de coût et d'autres comme justement un poste, on va dire, de gain, quel qu'il soit. Je dirais ce qui est justement en termes de frein, Charles-Édouard et Angélique l'ont dit. En fait, l'investissement initial, tant en termes de temps que en termes financiers, qui est de mettre en place une solution, parce que parfois, enfin le plus souvent, on parle de solutions aussi numériques, donc ça veut dire l'intégration dans tout l'écosystème, tout ce qui est interopérabilité, etc. Plus du coup, tout derrière le temps de démonstration d'impact, et y compris tout ce qui est monitoring dans la durée, parce qu'il y a un enjeu aussi à faire en sorte que ces solutions elles soient utilisées dans le temps avec des usages récurrents. Et ben, tout ça, c'est visible. Donc, c'est toute la partie poste de coût. Et derrière, pour accélérer, comme le dit Charles-Édouard, il faut qu'on réussisse à démontrer un impact.
Alors on parle beaucoup de performance économique, Angélique le dit, il ne faut pas qu'on oublie que ce levier d'innovation, ça va être un levier pour tous les enjeux de notre système de santé. Chez Elsan, on est beaucoup dans les territoires et nous on pense que l'innovation c'est aussi un enjeu d'attractivité des territoires. Donc comment faire pour attirer les médecins dans les déserts médicaux, qu'ils aient des environnements de qualité, qu'ils aient des outils performants, qu'on ait les mêmes outils aussi innovants à la capitale qu'en province. Donc tout ça, c'est pas si simple que ça en termes de démonstration d'impact. Alors l'AIS avec tous les appels à projets BPI commence à nous donner les moyens de faire ces démonstrations d'impact avec les industriels. Je dois bien soutenir aussi le rôle des industriels à faire cette démonstration d'impact avec nous. Et à bien choisir à chaque fois quelle est la valeur qu'on va chercher. Est-ce qu'elle est écosystémique? Est-ce qu'elle est à l'échelle de l'établissement de l'efficience? Et derrière, y adosser un modèle économique qui soit en cohérence. Je veux dire, on ne peut pas demander à l'établissement de santé de payer tous les bénéfices de notre écosystème. Mais en revanche, quand c'est un gain d'efficience, quand c'est un prérequis réglementaire derrière, ou un sujet d'attractivité, du coup, effectivement, ça doit être les achats qui doivent être mobilisés. Ça me paraît intéressant, effectivement, et primordial, cette notion de démonstration d'impact. Est-ce que ça doit être, et vous avez commencé à donner une réponse, est-ce que ça doit être porté collectivement? Est-ce que ça doit être porté par la start-up qui apporte l'innovation? En fait, comment est-ce qu'elle peut être améliorée, cette démonstration de l'impact, Charles-Édouard? À mon sens, c'est pas que la start-up ou la PME ou la grande entreprise. Oui, tout à fait. Ça doit être challengé. C'est-à-dire qu'à la fin, la fonction achat, c'est aussi, comme j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, la capacité à faire rentrer, là en l'occurrence une innovation, dans une organisation. Donc c'est-à-dire que l'entreprise va toujours essayer de démontrer, c'est son rôle, si elle n'a pas de proposition de valeur, elle risque d'avoir un petit sujet à court terme. Mais le sujet, c'est que la fonction achat soit capable de challenger, et c'est son rôle, de challenger les choses au regard de son organisation ou des organisations qu'elle va représenter. Donc ça se fait collectivement. Le point, c'est que cette démonstration de la valeur, elle va être de plus en plus complexe. Donc ça veut dire qu'il va falloir des outils qui vont être de plus en plus... en plus, on va s'en parler d'IA et tout ça, mais il y a des outils et des méthodologies, il va falloir s'approprier. Donc ça va nécessiter peut-être des investissements, mais ça va surtout nécessiter une capacité à vraiment mutualiser les expertises et avoir des organismes dont ça va être la fonction, ne serait-ce que pour être certain de pouvoir s'approprier ça. Parce que ça va être de plus en plus complexe, mais c'est ce qui va être de plus en plus passionnant. Donc effectivement, on voit là un levier et une perspective. Peut-être en guise de conclusion, alors ce ne sont pas que des startups qui portent ces solutions innovantes, vous avez raison de le souligner, mais si on devait donner un conseil à un porteur de solutions innovantes, on va l'appeler comme ça, ce serait lequel? On pourrait faire un tour de table pour que vous nous donniez chacun votre avis, et peut-être aussi en précisant, est-ce qu'il faut dès le départ penser commande publique, commande privée, ou finalement est-ce qu'il faut avoir une stratégie multiple quand on est porteur d'une solution innovante? Je vous laisse pour ce tour de table, Dorothée, si vous voulez commencer. Je pense que le point de départ, quand on est porteur d'une solution innovante, c'est de bien identifier le besoin auquel on répond, qu'il soit public ou privé. Après, derrière, c'est des stratégies d'accès au marché. Et dans tous les cas, ce que demande le public, le privé le demande, le privé le demande. C'est juste des formalisations et des acteurs qui sont différents. Mais le point de départ, c'est à quel besoin je réponds, quel impact et comment je peux mesurer cet impact-là. C'est vraiment le point de départ de tout. Et il ne faut pas venir nous voir en disant voilà, je propose de l'innovation pour faire de l'innovation marketing. Parce qu'aujourd'hui, ce dont notre système de santé a besoin, c'est vraiment des solutions qui vont venir du coup aider les professionnels de santé au quotidien qui sont en difficulté. Travailler des sujets d'efficience aussi, on est obligé d'en parler maintenant en raison des contraintes des finances publiques. Mais c'est vraiment pour moi le point de départ. Et côté établissement, moi je pense qu'à partir de... Enfin, je l'observe sur le terrain, on dit souvent les professionnels de santé sont un peu... ils freinent par rapport à l'innovation. Non. À partir du moment où ils voient l'intérêt qu'ils ont, ils sont prêts à faire l'effort. Mais c'est le point de départ. Donc, quel besoin et quelles mesures j'ai fait de cet impact-là. Merci. Angélique Dizier.
Merci. Effectivement, Dorothée a totalement raison. La question du pourquoi faire est quand même très très importante. Pourquoi on développe une innovation et aussi de l'autre côté, savoir pourquoi on l'utilise et à quel besoin et quel usage elle va répondre dans l'établissement et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire progresser. Si je devais donner un conseil à une entreprise qui porte une solution innovante, c'est de réfléchir le plus tôt possible au sujet d'achat parce que les entreprises innovantes vont avoir peut-être tendance, mais c'est aussi normal, je les comprends, à penser vraiment au développement technique, technologique, aux questions des subventions, de financement, de sujets réglementaires aussi, parce que, en tout cas pour certains produits, il y a tout ce parcours aussi à suivre du marquage CE et autres. Mais le sujet de l'achat doit être mis le plus tôt possible dans les réflexions, parce que, en tout cas pour ce qui concerne la commande publique, il y a une vraie réflexion à avoir, à la fois en termes de positionnement, on va dire, stratégique, commercial, se dire à quelle clientèle je m'adresse et pour quels usages, encore une fois, mais aussi la question de rentrer dans un parcours, là encore, qui n'est pas forcément très simple pour l'entreprise, qui va être de connaître l'écosystème des achats publics, les centrales d'achat, la manière de répondre à un appel d'offres. Tout ça, ça se réfléchit vraiment en amont. Et plus tôt c'est fait, mieux c'est pour la suite, pour l'entreprise. Merci Angélique. Charles-Édouard, pour conclure. Oui, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. Peut-être juste mettre une focale quand même sur la nécessité de comprendre les modèles économiques qui peuvent être extrêmement différents. Moi, je croise pas mal d'entreprises quand même qui n'ont pas encore eu le temps de se pencher sur des modèles économiques. Quand vous allez dans le secteur médico-social, vous allez dans le secteur privé, dans le secteur public, c'est important. Et être vigilant aussi sur la valeur qu'on va apporter. Est-ce qu'on est dans le GHS? Est-ce qu'on va être hors GHS? C'est pas tout à fait la même approche qu'on peut avoir. Et sinon, je pense c'est pas une perte de temps que de prendre justement un petit peu de temps, même quand on est au début, qu'on commence à aller sur, non pas encore sur le marché, mais qu'on commence à avoir des POC, de commencer à sensibiliser, y compris les directions un petit peu administratives, pour expliquer ce qu'on fait et pour expliquer que d'ici peut-être 2 ans ou 3 ans, on reviendra avec quelque chose d'un peu plus lourd, parce que, comme je disais, il y a une acculturation qui va être nécessaire, il faut préparer ce changement. Merci à tous les trois pour cette discussion autour de la promotion des achats innovants. Merci.